Bonjour les TGA. Alors, je vous ai mis donc dans le cahier de texte l'analyse de texte, enfin du premier texte, le Gaune de Chabat d'Azouz Begag. Alors, et on va reprendre donc la suite de l'étude des documents, donc avec le texte 2 et le document 3. Donc je vous rappelle qu'avec Azouz Begag, on a vu qu'il était confronté à un rejet de la part de ses copains, puisqu'il essayait de réussir dans la vie, enfin notamment à l'école. Il était considéré comme un bon élève et pour cela, il est rejeté de ses camarades qui lui disent qu'il n'est pas arabe. Ensuite, nous sommes donc en compagnie de François Cavana, qui nous explique dans son autobiographie L'Hérital comment s'est passée son enfance parmi les émigrés italiens de la banlieue parisienne. Alors, il y a quelque chose qui est très important pour François Cavana. Donc je vous conseille de relire le texte avant d'écouter la suite. Alors ce qui est important pour lui, c'est la découverte de la lecture de livres français. Donc lui, il est né en France, sa mère est française, donc il parle français, etc. Et donc dans son texte, il évoque sa passion de la lecture. Ces lectures de jeunesse donc ont apporté à François Cavana, ça c'est la première idée, un certain savoir sur le monde, une capacité à s'exprimer aussi. Donc il a pu connaître tout un tas de choses qui concernaient un certain nombre de sujets. Alors il ne rentre pas dans le détail, mais apparemment il lisait quand même pas mal de choses. Et en plus c'était assez divers. Il nous parle de livres, donc à la ligne 6, d'illustrés. On vous explique que les illustrés, ce sont donc des journaux de bande dessinée. Et enfin, il lisait également les journaux à la ligne 9, que sa mère apportait quand elle allait faire des ménages. Donc on peut dire que sa lecture, elle est éclectique, c'est-à-dire le mot éclectique, ça veut dire que ça concerne tout un tas de sujets divers. Donc autant de la littérature que de la BD et que des informations liées donc aux journaux. Voilà, la lecture lui apporte un certain savoir sur le monde, une capacité à s'exprimer, et enfin, une évasion du quotidien, puisque c'était un moment particulièrement personnel pour lui, puisqu'il nous explique à partir de la ligne 17 qu'il avait des journées bien remplies. Donc il y a l'école, les devoirs, les potes, la rue, les commissions. Donc l'école, les devoirs, les potes, on voit qu'il est toujours accompagné de quelqu'un. La rue, les commissions, c'est plutôt les commissions surtout, c'est la relation avec les parents. Et donc la nuit, comme il explique par la suite, il dit que dès que j'ai eu un lit à moi, il s'est retrouvé donc dans cet univers qui lui est personnel et individuel pour pouvoir lire. Ensuite, on peut remarquer que dans la famille de François Cavana, la lecture n'est pas très valorisée. Il ne fait pas référence à son père qui lit au coin du feu ou à sa mère, etc. D'ailleurs, on voit bien que pour profiter d'un maximum de livres à la bibliothèque, donc il le dit à partir de la ligne 6, normalement ils avaient le droit à 2 livres par personne, et lui il s'est arrangé pour inscrire ses parents, comme ça il avait le droit à 6 livres. Voilà, donc ça veut bien dire que ses parents n'ont pas fait la démarche de s'inscrire à la bibliothèque, et ce ne sont pas des lecteurs. Et ensuite, à la fin de l'extrait, il y a la mention à partir de sur la ligne 20-21. L'électricité, on voit bien que c'est pas toi qui as la peine de la gagner. Les parents s'inquiètent plus sur la dépense de l'énergie liée à la lecture plutôt que d'encourager la lecture auprès de leur fils. Et dernière chose aussi, qui était finalement la première au niveau du texte, au tout début du texte, il nous dit tous les jeudis matins, jour sans classe, j'allais avec un cabas à la bibliothèque municipale. Alors c'est vraiment un détail. Alors un cabas, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais on vous le dit, c'est un sac à provisions. Donc c'est un sac qui est assez grand. Et donc à partir du moment où on va mettre les livres dedans, on ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Donc il y a comme une volonté de cacher un peu ce plaisir qu'est la lecture. Ensuite, on voit bien que dans l'extrait qui est étudié, François Cavana utilise quand même un langage familier.
On le trouve, alors autant il dit les livres étaient vénérables pour la plupart, mais on peut trouver notamment à la ligne 8, 6 bouquins, c'est du langage familier. Ensuite, on a aussi La Barbe, à la ligne 14, donc exclamation d'agacement. Et puis, il y a aussi la formule où je trouvais le temps. La formule, elle est plutôt familière puisque on aurait pu écrire où trouvais-je le temps, ou où est-ce que je trouvais le temps de lire, etc. Et pour terminer, il y a aussi donc la phrase du père ou de la mère qu'on voit à la ligne 20-21. Alors pourquoi Kavanagh utilise ces petites références au langage familier? C'est juste pour rendre ce souvenir sur la lecture plus vivant et plus authentique. On a vraiment l'impression d'y être et de l'accompagner à la bibliothèque ou d'être avec lui quand il lit dans son lit. On peut dire que la lecture apporte un certain nombre de choses. Alors je réponds à la question pourquoi la lecture est-elle un facteur d'intégration? Donc comment Kavanagh s'intègre-t-il grâce à la lecture? La lecture, ça apporte une connaissance de la langue, puisque on va enregistrer de façon passive les tournures correctes de la langue française notamment. Et ça apporte également des références culturelles qu'on peut partager avec d'autres personnes. C'est ça l'intégration. L'intégration, c'est quand on essaye de mettre en commun, c'est quand on a en commun donc des références culturelles. Si on arrive d'un pays étranger, si on est français, on arrive dans un pays étranger avec des coutumes et des traditions complètement différentes, l'intégration, elle se fait pas là. Mais à partir du moment où vous allez intégrer, c'est bien le cas de le dire, intégrer certaines coutumes ou certaines façons de faire dans le pays étranger, on va parler d'intégration. D'accord? Donc ici, par exemple, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas vraiment inscrit dans le texte, mais on voit bien que Kavanagh a essayé d'avoir un maximum de culture pour pouvoir mieux comprendre le monde qui l'entoure et s'intégrer plus facilement. Et le fait qu'il ait cette double culture, entre guillemets, une culture de gens issus du milieu modeste et après la culture qu'il va acquérir aussi du côté donc de l'école, sachant que moi je me suis renseignée, il n'a pas fait beaucoup d'études, mais il a quand même vécu beaucoup de choses qui lui ont appris la vie. Mais disons qu'il a eu les bases donc de la culture française pour aller de l'avant par la suite. Voilà. Enfin, ce qu'on pourrait dire, c'est que ici, l'enfant va finir par se distinguer de ses parents. François Kavanagh, on voit bien qu'il vit donc à côté de ses parents, enfin en partie avec ses parents, notamment avec les activités de la vie quotidienne, mais il va se distinguer, se démarquer de ses parents quand il va se mettre à lire, puisque la lecture, c'est une activité qui est individuelle, comme on l'a dit précédemment. Et tout le passage où il parle du lit à lui et de cette activité qu'il réalise la nuit alors que tout le monde dort, ça va lui permettre donc de découvrir des univers qui sont finalement inconnus à ses parents. Voilà. Donc ça, c'était une petite analyse du texte pour bien montrer que la lecture, par exemple, c'est une façon de se cultiver, d'accéder à des univers qui nous sont inconnus et qui nous permettent de nous intégrer d'une façon assez large à un pays ou bien aussi au monde qui nous entoure. Voilà. Et donc pour terminer, on va travailler rapidement sur la BD de... voilà, oh mince, elle est là. Donc de Jin Wenliang. On avait déjà expliqué que ici il s'agissait donc d'une BD qui retranscrivait la vie. Enfin, on vous le dit, ça raconte comment les Américains d'origine asiatique réussissent à s'intégrer dans la société américaine sans trahir ce qu'ils sont ni rester prisonniers de leurs racines. Alors, ici, on voit bien qu'il y a 3 temps dans cette histoire.
Donc c'est pareil, si vous voulez vous remettre ça en place, vous mettez sur pause et vous relisez le texte. Mais bon là on va le découper, enfin le texte, le document. Donc on va découper les 3 temps. On a les 2 premières vignettes qui symbolisent le premier temps. Donc on a Jean qui est dans son lit et qui rêve donc à cette fille dont on ne connaît pas le nom, mais voilà, qui n'est pas exceptionnellement belle, qui zozote légèrement, etc. Donc il se pose beaucoup de questions, il réfléchit et puis il pense à elle. Ensuite, il y a la discussion avec son copain Wei Chen, qui concerne donc les vignettes 3, 4 et 5. Wei Chen se moque donc de Jean parce que Jean lui avoue ses sentiments par rapport à une fille. Et on voit que dans la vignette 4, Wei Chen fait référence donc à une habitude de Taïwan, c'est-à-dire donc que les enfants, que lorsqu'un un garçon de moins de 18 ans aime une fille, tout le monde se moque de lui. Alors Taïwan, pour faire un petit crochet là comme ça fait partie de la Chine. C'est une île en fait qui est occupée par la Chine et qui est devenue à un moment donné, donc elle a été occupée par la Chine et elle est devenue après une démocratie libre et la capitale de Taïwan c'est Taipei. Voilà. Donc ici on voit qu'il y a un rappel d'une tradition, d'une façon de faire à Taïwan. Et donc, on a Jean sur la vignette 5 qui râle, entre guillemets, après son camarade, puis il se moque de lui, puisque, étant aux États-Unis, autant se comporter autrement que comme un Chinois. Et donc, au final, la troisième partie, c'est la vignette 6. Finalement, Wei Chen, il a mis en pratique la réflexion de Jean, puisque au lieu de se poser plein de questions comme Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à sortir avec une jeune fille, et d'après ce qu'on peut comprendre, cette Suzy Nakamura, c'était la fille qui plaisait à Jean, et donc voilà, ça a été, comment dire, il s'est fait quand même, il s'est fait avoir entre guillemets par son ami, puisque lui se pose plein de questions, il n'a pas réussi à intégrer le mode américain pour aborder une fille. Voilà, donc c'est une histoire qui est à double issue en fait, puisque Jean se moque de son camarade qui a encore des traditions, enfin des réflexions traditionnelles de Taïwan, et finalement celui qui s'intègre le mieux, c'est Wei Chen, puisqu'il arrive à sortir donc avec Suzy Nakamura. Soit dit en passant, vous voyez bien que c'est un Chinois de Taïwan qui sort avec une autre Asiatique. Hein. Ils sont aux États-Unis, mais ils sortent entre Asiatiques. Il n'est pas sorti quand même avec une Américaine. Bon, ça, l'histoire ne nous le dit pas, mais voilà, ça se passe comme ça en tout cas. Autre chose qu'on peut noter, on voit bien que Jean essaye quand même de s'intégrer à la culture américaine, puisque ici, on voit bien qu'à la pause déjeuner, on a le fameux sandwich et puis la brique de jus de fruits que mange Jean. Et Wei Chen, il a encore le bol avec les baguettes. Donc Wei Chen mange encore de façon traditionnelle à la mode taïwanaise, alors que Jean essaye encore une fois, de s'intégrer à la tradition américaine, on va dire. Et encore une fois, vous voyez bien que finalement, celui qui s'intègre le mieux, c'est Wei Chen. Voilà, donc sortir avec une fille, et en tout cas savoir aborder une fille à la mode du pays, entre guillemets, peut apparaître comme un motif d'intégration sociale, comme un facteur plutôt qu'un motif, un facteur d'intégration sociale, même si on peut constater que voilà, il s'agit d'une japonaise. Voilà, alors maintenant je vais vous faire donc le bilan global de l'étude de ces 3 documents. Alors, je vous rappelle que la séance s'intitule réussir sans renoncer à son identité. Donc on se pose la question, est-ce qu'on peut réussir à s'intégrer dans un pays sans renoncer à son identité? Eh bien, on a vu que c'était possible en fait. Mais que d'une part, quand on s'adapte à une autre culture, ça peut donner l'impression, ça c'est la première idée, ça peut donner l'impression qu'on va renoncer à sa culture d'origine, comme on peut le voir donc dans le texte 1. Quand Azouz Begag essaye de s'intégrer à la culture française, ses camarades donc le rejettent.
Et de l'autre côté aussi, on a François Cavana qui essaye de s'intégrer à la culture française et à la littérature, etc. Enfin, par le biais de la littérature. Et il est obligé de se cacher de ses parents. Donc il y a comme une forme de honte qui est ressentie à ce moment-là, mais qui est finalement surpassée, puisqu'il est possible de jongler avec plusieurs identités. En effet, dans le document 3, on a bien vu que Wei Chen s'intègre rapidement socialement. Voilà, il s'intègre rapidement au niveau social en sortant avec sa camarade asiatique, tout en sachant, tout en gardant à l'esprit que voilà, il s'adapte aux habitudes américaines, mais il garde quand même une proximité donc avec l'Asie. Donc lui, il a réussi à trouver le juste milieu entre les deux cultures. On peut dire également que de toute façon Azouz Begag et François Cavana se sont bien intégrés. De toute façon, ils ont réussi aussi à trouver un certain milieu, enfin un certain équilibre, pardon, entre les deux identités, puisque au final, Azouz Begag, alors c'est pas écrit dans le texte, mais j'ai fait quelques recherches, mais il est devenu donc écrivain comme on le sait, c'est un homme politique, c'est un chercheur, il a été également ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances entre juin 2005 et avril 2007 dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Donc il a quand même, il s'intègre jusqu'au moment de, en allant jusqu'au gouvernement français en fait, à travailler que pour le gouvernement français. Pour ce qui est de François Cavana, donc il est écrivain, il est journaliste, il est dessinateur humoristique. C'est le créateur de la revue, des deux revues Harakiri et Charlie Hebdo. Hein, vous connaissez Charlie Hebdo. Donc c'est lui qui a trouvé en fait le nom de Charlie Hebdo en référence à Charles de Gaulle. C'est quelqu'un qui a, comme je vous l'ai dit, il n'a pas fait forcément beaucoup d'études. Il a réussi à valider ses études de primaire. Après, c'était dans une période juste avant la guerre, hein, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était un peu différent, mais il a réussi à faire plusieurs petits boulots, etc., pour arriver jusqu'à sa carrière d'écrivain, de journaliste et de dessinateur. Donc, et à côté de ça, on a aussi Jin Wenyang, qui est né donc aux États-Unis. Son père est taïwanais, sa mère est de Hong Kong, donc ce sont tous les deux des Chinois, mais d'origine, d'endroits différents de Chine, mais bon. Et il est devenu auteur de BD et dessinateur, auteur de BD et dessinateur, et aussi professeur d'informatique aux États-Unis. Donc on voit bien que ces trois artistes, finalement, malgré ce conflit entre deux identités, française, algérienne, française, italienne, chinoise et américaine, ils ont fini par trouver ce fameux juste milieu et réussir donc sans renoncer à leur identité, puisqu'ils ils évoquent leurs identités dans leurs œuvres. Voilà, donc j'espère que ça a été assez simple et clair pour vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour un dernier cours sur les mythes.